Oui, j'aime ça. Parce que je vais attendre que les gens arrivent, mais vous écrivez, vous lancez quelque chose au début du livre qui, moi, me marque beaucoup. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Quand vous dites qu'il y en a qui, à la fin, donc quand ils sont souvent, ben, quand on a la chance de réaliser qu'on va, tu sais, je sais pas si c'est une chance, là, mais qu'on va mourir, qu'il y en a qui regrettent de ne pas avoir vécu leur vie. Tout à fait. Et même il y en a qui, je ne sais pas si c'est vrai, puis vous allez pouvoir nous le dire, là, mais il y en a qui meurent crispés. Ah, beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, Ah, on va commencer, on va commencer sur ce thème, sur cette lancée heureuse. on va commencer par mourir pour ressusciter davantage. Oui, mais c'est que quand on prend conscience de ça, et qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui vit bien et quelqu'un puis vous parlez de futilité à un moment donné, de légèreté, ben, comment rendre notre vie significative, comment profiter de chaque moment, les gens arrivent. Donc, voilà, alors, merci d'être là. Puis, comme je disais à Dr. Brouillard, je suis tellement, tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir passer des moments. Donc, on a fixé le mardi après-midi comme ça. C'est un rendez-vous. J'aime ça. Puis, les personnes qui ne peuvent pas nous écouter maintenant le réécoutent. Il y en a qui se prennent le moment ou qui se couchent avec nous le soir puis qui réécoutent ça. Donc, à votre convenance, les vidéos vont toujours rester sur le site, sur Facebook aussi. Donc, on parle avec Dr. Brouillard de son dernier livre. En fait, oui, c'est une question de vie et de mort, parce que vous avez une vision de la mort, mais de la vie, et vous êtes extraordinaire comme être humain, exceptionnel, et moi, je veux apprendre à bien vivre avec vous. Et je veux pas trop parler, je veux pas faire comme la semaine dernière, parce que vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Dr. Brouillard, donc il ne faut pas que je me laisse intimider, je vais rester focusée, puis je vais vous laisser parler. Mais vous m'avez dit que vous aviez aussi, pour vous qui écoutez, puis qui voulez en savoir plus, sur le site de Dr. Brouillard, donc vous avez accès à 5 heures, donc 9 modules, où vous parlez de la santé repensée, de vos premiers livres aussi. Tout à fait, Jacinthe. Oui, j'ai voulu laisser, en plus des livres, une partie physique, une partie conférence que je peux rencontrer les gens directement et dans lequel c'est un peu un résumé, mais en même temps, on va un peu plus loin qu'est-ce que les livres nous apportent et aussi. Fait que je trouve que c'est un beau complément. Donc, 4h30, presque 5 heures d'audition, 9 modules. C'est pour moins de 100 $ finalement. Et c'est des modules qui nous parlent, bon, par exemple, on se pose la question, c'est quoi la santé? Est-ce qu'on est en santé? Il faut se poser la question, c'est quoi la santé? Par exemple, l'autre question aussi, quand vous êtes malade, vers quoi vous vous tournez d'abord et avant tout? Quelle est la place de la pharmaceutique dans tout votre déroulement, par rapport à un malaise? C'est quoi vos premiers pas? Euh, J'aborde beaucoup tout ce qu'on appelle par l'épigénétique. À quel point notre environnement, donc notre environnement au niveau nutritionnel, au niveau stress, au niveau activité, au niveau psychique, à quel point ça va influencer notre état de santé, à quel point notre génétique va être finalement contrecarrée, et ça va jusque-là. On peut même empêcher la génétique de se manifester dans plusieurs cas lorsque le mode de vie est vraiment à la hauteur. Après, les bilans également qu'on devrait demander pour avoir plus de paramètres par rapport à c'est quoi avoir une bonne santé, les effets inflammatoires. On sait que l'inflammation est partout omniprésente et il y a la source d'à peu près toutes nos désorganisations au niveau physique et psychologique. Donc, l'inflammation, comment aller la repérer également. Je parle également de la mortalité ou de l'immortalité de l'être humain parce qu'on sait qu'à un moment donné, on essaie de plus en plus de sauver des vies, mais à quel prix à un moment donné aussi? Est-ce qu'on peut penser que l'être va être immortel finalement? Fait que j'aborde un peu la question, là, de toute façon, dans le troisième livre, pour moi, l'immortalité sera... on est déjà immortel de toute façon. On essaie de combattre quelque chose qu'on a déjà, là, ça c'est le premier point. Mais que, ultimement, je pense que l'être humain ne sera pas responsable, si on veut, de vivre 500 ans ou 800 ans un jour. Je pense qu'il va y avoir une fin puisqu'on est fait de particules biologiques qui ont déjà une entrée à la vie, ce que j'appelle, et ou une sortie aussi, que c'est partout dans la nature, hein, que ce soit dans les végétaux, les animaux, c'est la même chose. Donc, l'être humain aussi a une certaine horloge
biologique, horloge chronologique au niveau biologique. Fait que c'est un beau, je pense que c'est un beau cadeau que j'offre à la population pour pouvoir avoir ces conférences. On va en ajouter peut-être aussi un ou deux également pour parfaire. Les gens posent des questions des fois qui sont un petit peu plus d'ordre général ou des fois un peu plus personnel, mais qu'on essaie de généraliser aussi. Fait que c'est un peu le cadeau que j'aime apporter aux gens. Fantastique. Et on va y aller, on va aborder aussi ces questions-là, nous, puis j'ai déjà aussi, puis le monde vous remercie déjà et on vous dit soyez bénis. Donc, je vous passe le mot. Moi, ce que j'ai aimé quand on a échangé ensemble avant notre premier entretien, c'est que on a envie, vous avez envie d'adresser vieillir d'une autre façon et de vieillir en beauté et de ne plus avoir les repères comme on les traîne avec nous. Et j'adore vous dire aussi qu'on peut contourner l'ancrage génétique qu'on a et des fois évidemment, tout nous sert aussi, mais qu'on peut par un mode de vie, par la pensée, tout ce qu'on retrouve là. Et vous êtes tellement ouvert à toutes les possibilités et c'est merveilleux de vous entendre parler même sur l'après-mort. Donc, commençons. Commençons par bien vivre et comment bien vieillir après par la suite. Ce qu'on se disait tout de suite d'emblée en partant, c'est que, et vous commencez votre livre avec ça aussi, c'est qu'ils sont nombreux. On ne va pas dire la majorité, mais ils sont nombreux, les gens, lorsqu'ils meurent, à regretter. Et moi, ça me prend ici, là, à regretter ne pas avoir bien vécu ou ne pas avoir vécu leur vie ou qu'est-ce qu'on regrette quand on meurt parce que vous avez côtoyé plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? Oui. C'est un fait que trop souvent encore, lorsque le grand départ arrive, que ces gens-là, finalement, vivent une frustration par rapport à ce qui s'en vient, même une dépression. Ces gens-là sont crispés, hein, ils s'attachent, soit qu'ils ne veulent plus partir ou s'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix, ils vont partir, mais en même temps, il y a beaucoup de regrets. Et ce livre-là, à mon avis, est important parce que apprendre aux gens à réaliser que on ne prépare pas sa mort les quelques jours, les quelques mois avant sa mort. On prépare sa mort, à mon avis, lorsqu'on est quasi. Parce que tout le processus de la vie et la mort qui est finalement on voulait dire la clôture de la vie, finalement, bien, évidemment, la mort va dépendre de la façon dont on va avoir vécu. Et pour savoir bien mourir, bien, il faut aussi savoir bien vivre. Hein. Je dis, on ne peut pas mourir. C'est ça m'avait vraiment ça m'avait accroché quand j'entendais dire il faut mourir dans la dignité. Là, je me disais, mais de quoi il parle, mourir dans la dignité? C'est pas parce qu'on donne un médicament en fin de vie que la personne est moins souffrante qu'on on va mourir dignement. Non, je pense que mourir dans la dignité, il faut avoir vécu aussi dans cette partie que j'appelle la dignité. Donc, il faut s'intéresser dès maintenant, c'est quoi la vie? Il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais ici? Quel service je suis rendu? Quel service je puis offrir? Et qu'est-ce que moi j'ai à développer? On peut appeler ça une mission de vie, si on veut, parce que la planète Terre est une planète d'évolution. C'est une plateforme d'évolution. Quand on rentre ici, en termes d'entité, à mon avis, immortelle, on va l'appeler l'âme, par exemple, ou plus haut, l'esprit. Mais quand on vient ici, on vient avec un certain bagage dans lequel il va falloir passer au travers. On a déjà comme une certaine mission, une certaine exploration qu'on va faire ici. Et tous et chacun, on le vit à différents niveaux. Et plus on va être capable de s'ajuster à cette exploration pour laquelle on est venu s'incarner de façon adroitement et de façon positive, eh bien, quand il va arriver le temps de partir, ça va être comme, wow, mission accomplie. Ça va être intéressant de pouvoir partir puis laisser. Puis les gens autour de soi aussi, ça va être, pour eux autres aussi, ils vont dire, oh, bye, merci, on a bien apprécié, puis continue ton cheminement. Parce que le cheminement ne s'arrête pas avec la mort. C'est ce qu'on voit avec le livre. Fait que le livre s'appelle aussi, donc, Apprivoiser sereinement le grand départ. Et c'est vraiment ce qu'on a besoin de savoir. Au début, quand j'ai écrit le livre, j'étais pas sûr du titre, parce que je parlais de la mort. Il n'y a personne qui va vouloir acheter ça. Qui veut un livre qui parle de la mort? Ben oui, mais j'ai dit, c'est tellement important. En même temps, j'ai dit, il faut en parler de la mort parce que, tu
c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais on a l'impression qu'il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas montrer ça aux enfants. C'est quelque chose d'un peu tabou. Même en médecine, quand j'ai fait mon cours de médecine, on m'a jamais dit c'était quoi la mort, mais j'ai été confronté avec des morts rapidement à l'urgence. Mais on ne savait pas quoi faire véritablement avec des morts. Et que j'ai été obligé de me questionner, oui, mais il y a tellement de gens qui meurent, il y en a autant qui meurent qu'il y en a qui vivent. Donc, il faut aller voir pourquoi la mort, qu'est-ce que ça apporte la mort dans la vie. Puis, un moment donné, quand le livre est sorti, j'ai vu une librairie qui a mis ça dans sa section soins palliatifs. Ah, j'ai dit, Oh oh non, 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 c'est pas ça. c'est pas là que je voulais que ça soit. Mais c'est correct aussi parce qu'il y a des beaux passages dedans pour les gens en soins palliatifs. Mais ce que je voulais, c'est toucher la population plus jeune aussi, dès maintenant. Puis c'est à propos de qui on est véritablement. Parce que se questionner sur la mort, c'est vraiment se questionner sur la vie. Je pense moi aussi, mais c'est que tu sais, il y en a qui naissent heureux et qui l'ont facile. Dans le fond, qui se font le bonheur facile ou qui courent après le bonheur et qui l'incarnent et tout ça. Il y en a pour qui c'est plus difficile. Oui. Et moi, je me demande comment aider ces personnes-là à être heureux. Et moi, il y a eu un déclic à un moment donné. Quand est-ce que je me suis mis à vouloir, tu sais, profiter de la vie? C'est quand j'ai choisi de vivre. Tu sais, et quand est-ce que tu choisis de vivre? C'est quand tu penses un peu, tu sais, que tu n'es pas tout à fait bien dans ce que tu vis, puis que tu te poses des questions. Mais à partir du moment où j'ai choisi de vivre, ma vie a pris tout un autre sens et je ne vivais plus pour les autres. Ça, c'est tout un travail. Tu sais, je dis ça, mais c'est sûr qu'on a encore toujours le regard de l'autre. Mais il faut, je pense, j'avais 21 ans à peu près. Fait que, tu sais, quand vous parlez des jeunes, moi j'aimerais ça même que mes jeunes enfants sachent bien vivre maintenant, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, demain. Et pour moi, qu'est-ce qui me permet de réaliser mes journées pleinement, c'est je me dis, si je meurs demain ou la semaine prochaine, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Avec qui je veux être aujourd'hui? Et comment je veux passer ma journée et dans quel état je veux passer ma journée. Et ça aide beaucoup. Je ne me pose pas assez la question, mais je trouve que c'est un bon point de référence, la mort. Oui. C'est intéressant ce que tu as dit. Vois-tu, à l'âge de 21 ans, tu as commencé, il y avait une certaine souffrance chez toi, oui. Plus jeune, là, avant 21 ans. Et là, à un moment donné, à force de vivre cette souffrance-là, tu te posais des questions. Il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, il y a quelque chose qui ne te satisfaisait pas. Bien, voilà, ça, c'est très important de se poser les questions dans la vie. Et c'est parce qu'on se pose les questions qu'on va trouver des solutions. Si on souffre à quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas répondu en soi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas atteint pour soi. Et c'est ça qui cause cette souffrance. Et cette souffrance-là est faite pour faire en sorte que quand tu peux aller voir la source en arrière de ça, une solution à ça, eh bien, finalement, tu commences à vivre véritablement pour toi et avec satisfaction. Fait que ça, c'est un point très important. Je pense qu'il n'y a pas un être humain qui ne souffre pas à certains niveaux, que ce soit au niveau physique, psychologique ou ailleurs. Et cette souffrance-là, on peut s'en servir pour aller voir qu'est-ce que ça m'apprend. Parce que la souffrance est là aussi pour nous apprendre quelque chose. À partir d'un autre moment, il faut réaliser, par contre, qu'on n'a pas à souffrir toute notre vie. Si on souffre constamment, c'est qu'à quelque part, on ne comprend pas, on ne va pas s'interroger au plus profond de soi pour voir qu'est-ce qui est à la source de cette souffrance-là. Parce que normalement, la souffrance est là pour nous faire voir les choses qu'on ne peut voir facilement. On parlait tout à l'heure d'une mission, par exemple, quand on vient ici, on va avoir une certaine mission. Et par exemple, ça peut être un défaut qu'on veut corriger, par exemple, puis pour voir, ça a l'air un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui avait dit ça, je pense que c'est Donald Walsh qui disait Dieu a voulu connaître sa création. Mais il dit, pour connaître l'amour, il dit, il peut pas connaître l'amour, il dit, il est amour. Fait qu'il dit, il peut pas connaître l'amour d'une certaine façon. Fait qu'il m'a donné, il a voulu se séparer ou se scinder en atterrissant dans un processus d'abord de haine et en transmutant éventuellement, puis souffrant suffisamment, il a réalisé c'était quoi l'amour. C'est comme le poisson qui est dans l'eau. Le poisson qui est dans l'eau, il ne sait pas c'est quoi l'eau. Le jour où tu le sors de l'eau, il prend réalité c'est quoi de l'eau et quels étaient les bienfaits de l'eau. C'est un peu comme par l'absurde. Il y a beaucoup de situations que l'on vit simplement que l'on cherche ici
pour atteindre un certain niveau, un certain degré d'évolution puis de compréhension, mais par son opposé. Donc, on peut vivre parfois des tensions qui sont là simplement pour nous faire réaliser quelle est notre mission, quelle est notre exploration qu'on veut faire passer ici. Puis à chaque incarnation, bien, on a comme une mission, soit la parfaire ou carrément une mission différente aussi. De sorte qu'on va vivre, on vivra jamais une incarnation à l'autre de la même façon. Elle va toujours un petit peu sur une autre facette. C'est un peu comme une spirale. On tourne un peu en rond, mais la spirale, elle monte toujours au niveau évolutif. On apprend les choses à un plus haut niveau de conscience, par exemple. Et cette conscience, à un moment donné, fait en sorte que le jour où on devient vraiment alerte autour de soi, conscient de tout ce qui se passe, eh bien, il n'y a plus de place non plus pour la souffrance. Est-ce que vous pensez qu'on doit être malheureux pour être heureux? Non, on ne doit pas. Malheureusement, c'est à cause de la souffrance. S'il n'y avait pas de souffrance, la plupart des gens actuellement, à un bon niveau d'évolution, ne vont pas évoluer, si on veut, davantage. Parce que, regarde, le jour où ça va bien dans ta vie, tu es pleine d'argent, tu as la santé, tu as beau être, tu as l'impression que tout va bien, tu n'as rien à faire. Ben écoute, c'est un peu comme si tu t'assieds sur tes lauriers et tu profites de la vie. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu es un grand sage en arrière de ça. Tu es peut-être bourré psychologiquement de toutes sortes de problèmes d'une certaine façon extérieure que tu crées autour de toi. Mais toi, tu as l'impression que tout va bien parce que ça va bien. Pour toi, ça va tout bien, mais c'est pas vrai pour ton environnement. Fait qu'à quelque part, le jour où tu te frappes, tu arrives dans le fond du baril, tu es obligé de commencer à regarder en haut pour sortir du baril à un moment donné. Tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est pas la bonne solution? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas la bonne façon de vivre? Et d'une certaine façon, ça peut être une bénédiction parce qu'enfin, tu vas pouvoir faire autre chose de façon beaucoup plus communicative, beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus amour. Mais pour ça, il a fallu que tu vives une certaine souffrance parce qu'on n'a pas été assez, la majorité d'entre nous, assez conscients pour voir qu'à quelque part, il y avait un débalancement qu'on créait autour de soi. Regarde comme par exemple, on vit actuellement une pandémie. On vit actuellement un processus planétaire incroyable où le réchauffement est en train d'apporter des bouleversements où on dit que 60% de la population même des animaux a disparu actuellement. Et ça, il va falloir un jour qu'on ait des tsunamis, des débordements, des volcans, la Terre va finir par gronder tellement qu'à un moment donné, on va s'asseoir et on va dire, wow, on est en train de mourir par notre pollution. Ouais, on va falloir souffrir actuellement pour comprendre que, wow, on est rendu trop loin. On n'a pas eu la sagesse il y a peut-être 100 ans déjà. C'était juste le profit, l'argent, constamment. Et ça a été la même chose pour l'alimentation. On regarde qu'on est en train de, on nourrit des peuples, on a une surconsommation, une surpopulation, puis on récolte ça actuellement. Et c'est à travers la souffrance qu'à un moment donné, on va dire, wow, il faut penser aux choses qui ont de la valeur. Quelles sont les choses qui ont véritablement du sens dans l'être humain? Il faut recommencer à transformer notre façon de vivre, notre façon de penser aussi. Mais on aurait pu éviter ça, mais on n'était pas assez, je te dirais, assez sage pour. Il fallait qu'à un moment donné, on arrive à une espèce de cul-de-sac encore pour dire waouh, ça va faire, il faut changer. Mais il n'est pas trop tard. Mais il n'est pas trop tard. Non, c'est ça la beauté. Il n'est jamais trop tard. Mais sauf qu'on est. Jusqu'où on souffre à un moment donné. Vois-tu? On n'est pas obligé de souffrir autant. Il y a 30 ans, on avait déjà commencé à se soucier de ce qui était pour arriver. Parce qu'on l'avait, cette technologie aussi, puis cette expertise, si on veut, là où on s'en allait. Mais on l'a laissé aller. On a profité, les grandes industries ont profité plutôt de l'avoir, le fait qu'on avait tout un gros système monétaire en place. Ben, un jour, à un moment donné, tout ça va s'écrouler pour comprendre c'est pas ça les valeurs humaines. On est en train de faire faux bond aussi. Oui, absolument. J'ai envie qu'on arrive dans comment bien vivre. Un petit peu, puis de toute façon, on va revenir, parce que moi, je vous écoute parler et je sais que ça suscite des réactions parce que vous parlez de réincarnation, vous parlez, et c'est sûr que c'est un sujet
C'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus, tout Non. ça. Donc, on va y revenir, mais je veux arriver rapidement à bien vivre parce que vous avez une façon d'être qui est exceptionnelle. Et donc, je commence par un premier pas, puis on va arriver à ce deuxième pas que j'apprécie beaucoup de vous. Vous dites, bon, est-ce qu'on continue de laisser parler sa tête ou on y va avec le cœur? Donc, le saviez-vous, il semble en effet que la quasi-totalité de nos comportements et de nos réflexions sont issus du subconscient, lui-même composé de ce que la société, notre éducation, nos parents, nos ancêtres nous ont légué. Moi, je pense que pour bien vivre, oui, on a un bagage et une chance et souvent un bagage héréditaire merveilleux et qu'on va faire, qu'on va bonifier ou qu'on va faire fructifier. Mais il y a aussi des références, des repères qu'on doit éliminer, qu'on doit pour faire, nous, notre propre chemin. Moi, j'ai toujours pensé, corrigez-moi, que si on meurt des fois en regrettant, c'est qu'on n'a pas vécu notre vie à nous, mais qu'on l'a vécu pour les autres, en passant. Et qu'il faut se poser la question maintenant, est-ce que j'ai des journées que j'aime? Est-ce que je vis bien chaque moment dans la journée? Est-ce que je célèbre chaque journée à ma façon? Parce que chaque journée, on est chanceux, surtout ces temps-ci, de vivre et de passer du temps, si on est ensemble avec notre famille, nos amours, avec nos animaux, si on est seul, à pouvoir se poser des questions, avoir du temps, à pouvoir explorer. On en a parlé la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire par ça parce que vous avez deux, vous parlez, est-ce qu'on suit notre tête ou notre cœur? Est-ce que laisser parler le cœur plutôt que le mental apporte plus de bonté et de sagesse? Comment arriver à ça? Comment oublier notre tête ou, oui, on doit fonctionner avec, mais descendre dans le cœur? Comment on y arrive petit à petit? Oui. L'être humain, au départ, bon, on est éduqué, on part de très jeune, on vit dans une société X et cette société, dès les premiers pas, les premiers âges, commence à nous influencer. On apprend à connaître c'est quoi le monde dans lequel on vit. Nos parents sont là, nos professeurs, nos amis également, très jeunes. Et à partir d'un certain temps, c'est un peu comme si ton bagage, tu l'as accumulé à un moment donné. Tu sais, as rempli ta mémoire d'un peu de photographie à gauche et à droite de ces, voici c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu continues encore et là, tu t'en vas encore plus, on s'en va dans des sociétés savantes, hein, c'est les universités. Et là, on apprend à tout le monde, voici c'est ça, la science nous dit ça, etc., etc. Mais à un moment donné, le danger, c'est que je pourrais faire des cours de médecine je pourrais encore faire de la médecine jusqu'à suivre des cours de médecine pendant 50 ans. Puis à un moment donné, il faut que tu réussisses à dire, oui, la science nous dit ça, mais est-ce qu'elle nous dit que ça? Donc, on attend de prouver que, par exemple, ça existe. Ben, juste le fait de parler de la mort ou de l'après-mort, la science ne s'est jamais vraiment questionner là-dessus. Elle n'a pas les outils pour le faire. Et donc, parce que la science ne l'a pas dit, notre mental, donc c'est ce qu'on appelle au niveau de l'intellect, il n'y a pas d'information là-dessus. Parce qu'il n'y a pas d'information, on dit, c'est pas bon. On attend que la science nous dise un jour comment bien vivre. Et moi, je dis non, à un moment donné, tu as beau avoir usé tes fesses sur les bancs d'école, à un moment donné, tu deviens un adulte par toi-même et tu as quelque chose de créatif à apporter à la planète, à ton entourage. Et ce quelque chose, tu vas le savoir à l'intérieur de toi. Comment tu vas interpréter, comment tu vas te servir de tous les outils qu'on t'a donnés pour faire la toile de fond qui correspond véritablement à ta peinture que tu veux bien faire. Parce que c'est à propos de toi, à un moment donné, ici, et ce que tu vas apporter aux autres. Parce que tout ce que tu as pu apprendre, eh bien, tu vas y émettre ta propre saveur. Et c'est là que je veux qu'on fasse intervenir le cœur, par exemple. Et parce que il y a des choses que tu sais, puis il y a des choses que tu apprends. Dans le sens que il y a une différence pour moi entre la connaissance et le savoir. J'aime ça, j'aime tellement. Parce que, non, mais on le sait, et la science est tellement utile, mais il y a c'est comme si c'était deux mondes et les deux ne pouvaient pas cohabiter. Oui.
Bon, OK, je vous laisse. Ça, Alors, je voulais juste dire que j'aimais ça que vous en c'est parler. comme si les deux mondes ne peuvent pas cohabiter. Mais je te dirais, oui, les deux mondes doivent cohabiter pour l'individu qui est chercheur et qui, avec son intelligence, balance les deux côtés, cœur et tête. Parce que c'est la même chose en amour. Être juste dans l'amour dans la tête, si c'est pas dans le cœur, ben, c'est un peu dry. Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné, c'est que si on ne regarde pas le côté cœur, ben sinon, par exemple, tu aurais un symptôme de maladie, tu pourrais rentrer ça dans ton ordinateur avec tous les symptômes, elle va prendre la photo de toi, puis là, elle va sortir un diagnostic. Wow, ça, ce serait vraiment, et ça peut être un danger tout à l'heure, où ça va être des robots qui vont traiter les gens aussi, que ça pourrait explorer un petit peu plus loin, là, dans 20 ans, 40 ans d'ici, ça pourrait être une possibilité. Fait qu'il n'y a plus d'écoute véritablement, il n'y a plus de ressenti entre la personne qui est là devant soi. Et c'est là qu'on va manquer, premièrement, on va manquer, à mon avis, de traiter l'individu qui est devant soi, qui est un individu unique. C'est pas une maladie qui est devant soi, c'est un individu qui est malade. C'est vraiment différent parce que l'approche ne sera pas nécessairement la même. La cause ne sera pas nécessairement la même. Le traitement ne sera pas non plus le même. Donc, c'est important de laisser parler son cœur. Puis il y a des choses qu'on va découvrir à un moment donné où on va être bien en avant de la science. Puis la science va le prouver 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Même Einstein le disait, le processus de la relativité, il le savait il y a peut-être 10 ans avant d'être capable de l'expliquer. Mais son équation, il l'avait dans la tête. Pendant 10 ans, il essaie de le prouver maintenant, à ce temps qu'il savait ça, mais il ne fait pas l'expliquer aux autres. Et ça a été des années plus tard où il a pu enfin le savoir. Je vais donner un exemple aussi, c'est un peu cocasse, mais moi, il y a 35 ans, je traitais, on ne parlait pas du microbiote à l'époque, tu sais, c'était inconnu. Pourtant, on a toujours eu un microbiote intestinal. Puis, il y avait des femmes qui avaient des vaginites à répétition, qui n'étaient pas infectieuses, qui n'étaient pas transmises sexuellement, mais il y avait toujours un problème de vaginite. Et là, j'avais vu que les yogourts, c'était excellent dans certains pays. Ils pouvaient traiter des infections, puis que les gens étaient en meilleure santé aussi dans certains pays européens, comme ça. Je dirais, ici, on n'en mange pas quasiment du yogourt. Puis ça, ben, on a vu qu'il y avait des micro-organismes là-dedans qu'on appelait des probiotiques. Eh bien, il y a 35 ans, je traitais des vaginites chez les femmes avec des probiotiques. J'avais l'air un peu flyé, là. Pour moi, je dis, ben, voyons Vous ça. êtes très flyé. C'était flyé. Jusqu'à temps que mes confrères, ils disent, quelle saveur que tu prescris? Ben là, non, mais tu sais, mais c'est plein de bon sens parce que effectivement, aujourd'hui, on peut les traiter avec des capsules de probiotiques, les vaginites, donc carrément au niveau local, et par la bouche aussi. Mais la science ne l'avait pas prouvé. Est-ce qu'il fallait que j'attende 30 ans plus tard pour dire, regarde, je vais attendre que la science dise que du yogourt, c'est bon pour la santé? On a un choix à un moment donné, tu sais. On parlait tout à l'heure dans la première entrevue qu'on a fait ensemble, la science n'a pas prouvé qu'est-ce qui se passe à la mort. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre que la science nous dise quoi faire? Une chose est sûre, c'est que la science n'a jamais prouvé que ce que l'on dit n'est pas réel non plus. On peut y aller par l'absurde aussi, dans le sens que c'est bien beau dire à la science, voici, mais la science ne peut pas contredire ça actuellement. Une chose qu'on a dit, par exemple, à la science, et qui c'est scientifiquement qui a été maintenu, qui a été délaissé, qui n'a pas servi non plus, on disait, c'est parce que le cerveau, lorsqu'il manque de certaines vascularisations ou oxygénation, commence à envoyer des particules qui nous font un peu comme freaker et voir des choses bizarres, etc. Mais c'était totalement faux aujourd'hui. Donc, on sait que c'est pas comme ça. Mais la science disait ça sans l'avoir prouvé aussi, ça aussi, là. On supposait que ça a du sens de dire que si on voit des choses qui ont l'air hallucinatoires près des moments de partir, c'est nos molécules chimiques qui font ça. Mais j'ai vu aucune étude scientifique à part ça. Aucune étude a prouvé cette chose-là. Mais on disait ça au niveau de la science. Moi, j'aime mieux croire les choses que l'on dit depuis 2-3 000 ans par rapport à ce qui s'en vient probablement et qui fait plaisir aussi et qui rendent les gens vraiment heureux et qui font que le grand départ est beaucoup plus facile à accepter. Oui, et notre départ, celui des autres aussi.
Là, il y a plusieurs personnes qui vous disent, vous êtes génial, tu sais, je vous le dis, là, vous avez une belle âme, vous faites du bien. Est-ce que le cœur, est-ce que c'est l'intuition? Oui, ben, je te dirais qu'il y a deux sortes d'intuition. Il y a l'intuition qui est plus au niveau astral, tu sais, comme on disait, mon petit doigt me le dit. D'accord? Oui. Et, il y a des gens qui sont, comme l'animal, par exemple. L'animal a beaucoup d'intuition, plus que l'être humain. Mon chat ou le chien va le savoir aussi, hein, qu'est-ce qui se passe avec son maître, même s'il est distancié de 10 kilomètres, il sait qu'il est arrivé quelque chose. Il ne peut pas le dire, mais il le ressent. Il le ressent. Donc, il y a cet instinct, si on veut, intuitif. Et il y a l'autre intuition que je te dirais qui est l'intuition du cœur. Et c'est prouvé aujourd'hui que le cœur n'est pas une simple pompe. On a trouvé plus de 40 000 neurones dans ce muscle qu'on appelle le cœur. Wow. Donc, on commence à découvrir que plus de cellules nerveuses dans le cœur, qu'on disait une simple pompe, que même bien ailleurs. Et le plus, c'est que le cœur, c'est le centre de quelque chose. On ne sait pas à quel point notre cœur est le centre de tout notre corps, finalement. Tous les organes qui vivent dans notre cœur sont en interrelation constamment avec le cœur. C'est-à-dire que le fil, il y a des filets nerveux tellement ténus qu'on ne les connaît pas tous encore. Puis il y a des humeurs qui voyagent entre ce cœur. Pour moi, le cœur, c'est une glande, définitivement. Là, on a commencé à trouver certaines hormones sécrétées par le cœur. Ça va tellement plus loin que ça. Donc, le cœur est le centre du corps aussi. Et c'est avec le cœur, je dis que c'est avec le cœur que nous reconnaissons les gens. On a découvert aussi que, et ça, c'est la science qui nous le dit, en électromagnétisme, on peut calculer, par exemple, l'électroencéphalogramme, on peut avoir un électrocardiogramme, et puis on peut avoir aussi l'électromagnétisme du cerveau qui a une certaine distance, et l'électromagnétisme du cœur. On parle d'irradiation, si on veut, du champ électromagnétique du cœur. Eh bien, l'électromagnétique du cœur est à peu près 5 mètres, à peu près 15 à 18 pieds autour de toi. Là, quand tu te promènes, ton cœur rencontre un autre cœur à ton insu. C'est ce que j'appellerais ton intuition, mais elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Et tu ne sais pas pourquoi, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un, tu l'as juste croisé, puis il est bizarre, tu t'es senti un peu mal à l'aise. Puis c'est pas nécessairement parce qu'il est pas beau, qu'il est laid, ça n'a pas rapport, tu ne sais pas pourquoi. Et d'autres fois, il y a des gens qui t'attirent aussi, tu fais juste passer à côté, il y a quelque chose. Ou tu regardes quelqu'un, tu le vois qui est à 7-8 pieds de toi, puis il y a comme une attirance que tu peux pas mettre le doigt dessus. Mais ça, c'est ton cœur qui te dit ça. Donc, c'est ton cœur qui rentre je peux dire, en co-harmonie avec le cœur de l'autre, parce que, imagine 15 pieds, là, on est rendu gros. Fait qu'on se promène avec un gros ballon, tous et chacun, on s'interpénètre constamment. J'adore ça. C'est Oui. incroyable. Et Ben, là, vous comprenez un peu le langage de Dr. Brouillard et pourquoi on l'aime tant. Et dans ce livre, c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup d'invisibles. Il y a beaucoup de ce qui nous fait du bien, en fait, de lire et ce qui nous fait du bien de relire parce que notre tête va embarquer dans le processus puis va nous enlever de ça. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai commencé à parler avec la vie. J'étais jeune, en bas de 20 ans, puis je m'amusais justement à créer, à visualiser, puis on y arrive à ça. Et à attirer, à vouloir attirer, puis à jouer comme ça. Ben, c'est beau, là. C'est pas un jeu. Il y a pas de. Tu sais, c'était vraiment la force de l'attraction et tout ça. Tout ça est dans ce livre. Et vous, tu sais, parce que c'est abstrait, et pour un docteur, pour un médecin, c'est encore plus abstrait, tu sais, de parler de ça et de vous entendre, mais là, tout le monde dit on vous aime, on vous aime, on vous aime, j'admire tellement cet homme, parce que vous osez aussi parler de tout ça. Mais vous êtes quand même dans la science, vous continuez quand même de vous instruire. Je veux juste faire la part, vous n'êtes pas juste dans cet univers-là, là, vous êtes très concret dans tout ce qui se fait aussi, très d'actualité, puis même qui n'est peut-être pas encore des fois arrivé ici, mais au niveau de la douleur, tout ça, c'est incroyable ce que vous avez fait, votre cheminement, tout ça. Donc, je veux juste représenter un peu l'homme que vous êtes exceptionnel parce que
vous allez chercher tout ce qui peut nous aider, en fait. C'est juste? Tout à fait. Et c'est un peu à l'instar de toi. À 21 ans, moi aussi, je me suis mis à poser des questions. Fait que j'ai commencé à faire des recherches à gauche et à droite. Qui on était, qu'est-ce qu'on fait ici? Je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais sur la planète Terre? Tu sais, pour moi, c'était pas banal, là. Il fallait que je réponde à des questions. Et c'est un peu. Puis le livre, c'est le début, si on veut. Éventuellement, on va aller plus loin que ça encore. Mais il faut, à un moment donné, investir les gens avec ce questionnement parce qu'on est ici pour répondre. On n'est pas. On est ici pour cette. J'appellerais ça cette mission, si on veut, de répondre, d'aller atteindre notre grandeur. On l'a tellement perdu. C'est beau, ça. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas à la réincarnation, encore là, c'est pas tellement important. L'important, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans cette incarnation aussi. Moi, ce que j'ai trouvé agréable, c'est qu'enfin, on avait une réponse parce que quand tu arrives à 6 ans et tu es capable de faire une symphonie comme Beethoven a fait à 6 ans, mais voyons donc, je dis, c'est pas à 6 ans qu'il a commencé à écrire, ça se peut pas, il a commencé bien avant ça, là. Fait que tout le processus peut-être d'une incarnation passée récente en termes de grands musiciens, ça avait du sens. Ça a dit, wow, OK, ça explique des affaires. Puis ça explique aussi des tensions que l'on vit, dans lesquelles on arrive ici avec un certain bagage. Il y en a que c'est plus difficile, d'autres c'est plus facile, parce qu'on a du vécu différent. Moi, j'appelle ça, il y a des jeunes âmes, puis il y a des âmes plus matures, si on veut. C'est un peu que plus tu as profité de certaines incarnations, mais probablement tu as pris un peu plus d'expérience et tu as appris des choses aussi. Donc, tu ne refais pas les mêmes choses pour te faire taper ses doigts puis souffrir encore. Donc, tu es capable de tourner la page ou d'éviter l'obstacle parce que tu as un peu plus de sagesse à l'intérieur de toi. Ça me fait penser à un film avec Bob, c'est Murray, le jour de la marmotte, le dernier jour ou le premier jour, le jour de la marmotte. Mm-hmm. Et si tu trouvais ça, c'est un vieux film, là, c'est date des années 96, mais on voit qu'à chaque jour, il met le pied dans le même Moses de Trudeau, puis il s'en fâche, puis il fait toujours la même gaffe avec sa femme. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se réveille. Ben, je dis, hey, c'est en plein ça, les incarnations. On change très peu d'une incarnation à l'autre, malheureusement. Le jour où on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on peut atteindre un certain bonheur, une paix intérieure, bien, on commence à changer notre vie. On commence à changer nos pensées, nos croyances aussi. Et à partir de là, la vie se déroule beaucoup plus facilement. Ce que j'appelle, on commence à couler avec le courant. On rame plus contre le courant parce que la vie, c'est un peu comme une rivière dans laquelle on essaie d'arriver de l'autre côté, sauf qu'on pense qu'il faut arriver vraiment juste de l'autre bord, alors que si on rame tout simplement, que le courant nous emporte, go with the flow, on va arriver de toute façon de l'autre côté. Go with the flow. Ou on va appeler ça le lâcher prise aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que même moi, je suis en train d'apprendre le lâcher prise par rapport. Tu sais, on sait des affaires à un moment donné dans la vie, puis on se bute, puis on recommence encore, puis il y a un certain malaise dans tout ça. Et c'est le lâcher prise, à quel point le jour où on commence à réaliser que on commence à relâcher. Ben, même mourir, c'est lâcher prise. Hein? Le dernier souffle, je vois la mort aussi. Le lâcher prise, elle a toute fin aussi, mais toute notre vie devrait se composer en partie du lâcher prise. Il nous arrive des pépins, lâchons prise. Qu'est-ce que j'ai simplement à faire pour que ce soit encore mieux et non pas essayer de combattre, essayer de résister, m'agripper, gagner. Fait que l'important, c'est de relâcher. Laisser... Parce qu'on ne gagne pas vraiment. On ne gagne pas vraiment, non? Quand on s'obstine avec la vie ou quand c'est trop fort, puis que, tu sais, on ne gagne pas là-dedans. Là. On dirait qu'on stagne, qu'on reste à la même place, tu sais. Oui, puis là, c'est qu'on paie pour notre santé aussi. Parce qu'à quelque part, ça nous crée un stress. Hein? On bataille à l'intérieur de soi. Donc, ça crée des malentendus, ça crée une perturbation, ça crée une incohérence cardiaque. Tiens, voilà, là, c'est important. On parle tellement de cohérence cardiaque. Et ça rejoint un peu le cœur, laisser parler le cœur. Chaque pensée actuellement fait en sorte que ça va habituellement, la plupart de nos pensées, malheureusement, on est un petit peu plus négatif que inconsciemment. Là. On est un peu plus négatif que positif. C'est éprouvé aussi. Là, pourquoi? C'est que ça nourrit le cerveau qui est en survie, le cerveau qui essaie de se défendre. On a encore un cerveau qui date de millions d'années. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a des empreintes
de survie encore dans certaines mémoires. Le cerveau veut gagner à tout prix. Fait qu'à Wow! quelque part, oui, et c'est un gros problème actuellement, c'est qu'on la population actuellement vit un problème de surconsommation et c'est et quelque part, ça crée énormément de stress. Et c'est un stress inconscient parce que depuis que l'homme existe, il a fallu que l'homme apprenne à un moment donné à faire, quand il arrivait dans tel bois, mettant tel boisé, il y avait l'humidité. Ah là, il y avait peut-être des champignons à manger. Telle autre place, oh ben là, il fallait faire attention parce que c'était désertique. Telle autre place, il y avait un lion qui probablement était pour te sauter dessus. Donc, le cerveau a comme localisé dans différentes de ses parties des régions qui sont là pour la survie à un moment donné. Et ce que j'appelle vivre avec du sens, l'homme très très tôt a appris à vivre sa vie selon un sens. Ce qui n'avait pas de sens, il le délaissait parce qu'à quelque part, tout ce qui a du sens, comme aller dans une boisée où il y a de la fraîche, il y a des champignons, et ça a du sens pour lui, ça a une réalité. Donc, il va avoir de la nourriture au bout de ça, et ça va le satisfaire. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde de consommation où on a tellement de choix que le cerveau est embêté à choisir. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Il a acheté telle voiture, mais il a pris tel moteur. Est-ce que c'était le bon moteur? Il avait le choix de 4 moteurs. Il y avait tellement de choix d'options dans sa voiture qu'il n'est pas sûr qu'il a pris encore la bonne voiture. Fait que finalement, il y a une voiture pour se déplacer d'un point A à un point B, mais inconsciemment, il y a énormément de stress inconscient dans son cerveau qui a généré à cause qu'il n'est pas sûr qu'il ait nécessairement eu le bon choix, la bonne valeur de la voiture d'une certaine façon. Ah, mais c'est incroyable quand on pense à ça. À quel point on est rendu complexe, on a tellement de variété dans tout, dans notre consommation, qu'à quelque part, on s'éparpille et on brise la tranquillité d'esprit parce qu'on n'est pas satisfait. Avant d'acheter, on va magasiner, magasiner, magasiner. Un coup qu'on magasine, on n'est plus sûr d'avoir acheté la bonne affaire non plus. Fait que tu vois à quel point on est comme pris dans cette problématique de surconsommation et suréchantillonnage qu'on a constamment pour soi. Et on Comment oublie on les fait? relations. Pardon? Ouais, et on oublie les relations, que c'est ça qui est le plus Ben, important au fond. l'importance des contacts humains, ça, c'est prochaine étape. Puis comment, je veux arriver à ça, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, et comment on est toujours impressionnés, Sylvain et moi, à chaque fois qu'on est en contact avec vous, parce qu'on sent la disposition que vous avez pour nous. On sent que vous prenez et vous l'écrivez, et je veux y arriver. Mais avant ça, on sent que vous prenez le temps de créer quelque chose, de créer un espace, de créer une vibration, peu importe. Et ce temps-là, on ne le prend pas. Là, on a plus de temps là, depuis un an, depuis 11 Oui. mois. Et moi, c'est ça que je me dis, là, parce que, bon, ça se bouleverse un peu partout, mais on est chacun chez nous et on a du temps. Donc, comment on peut faire pour défaire ces repères-là? Parce que ce que vous parlez de la surconsommation, c'est quand même récent, le 100 ans sur des milliers d'années. C'est sûr que ça se bouscule. Puis, on n'a plus... Moi, j'avais jamais vu ça comme ça, que notre cerveau est encore, lui, comme programmation, la survie, se défendre, alors qu'on n'est plus dans les mêmes conditions du tout. Donc, comment qu'on fait pour travailler ça, nos références, nos repères? Je dirais, c'est en parlant de surconsommation, c'est qu'on a même vu, lorsqu'on a une surconsommation, que notre quantité de cortisol et d'adrénaline augmente. C'est incroyable, hein? Cortisol, donc nos glandes surrénales sont hypothéquées par une suractivité parce qu'il y a une question de non-satisfaction d'une certaine façon complète. Et pas parce qu'on n'a pas eu suffisamment, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir eu. On a eu trop d'échantillonnage de ça. Fait que, qu'est-ce qu'il faut développer, à mon avis, et je trouve que tu l'intègres beaucoup chez toi, c'est ce qu'on sent que ça respire, c'est la simplicité. Ah, je suis pas tout à fait simple. Tu sais, j'essaie, j'aimerais ça y arriver.
mais je veux juste, tu sais, Ben, la simplicité dans le sens que euh, on retourne à la nature aussi. Il y a oui, des choses. Moi, je me oui, pose des questions souvent en médecine, puis je dis, qu'est-ce que la nature nous dit là-dessus? Et quand la nature nous dit yes, ben moi je vais oui. C'est pas parce que la science nous dit non, mais la nature dit oui. Moi, je trouve que la nature a quand même plus de vécu que la science actuellement. Donc, wow. la nature, c'est important. Et vivre simplement, d'une certaine façon, je vous vois avec toute la ferme que vous avez là-bas, les choses sont simples, vous, comment dire, même la maison, c'est quelque chose qui respire, c'est pas une jeune maison, c'est pas toujours refaite, c'est quelque chose, vous l'habitez, vous la vivez, ça répond à votre vibration intérieure aussi. C'est dans ce sens-là, quand je parle de simplicité, là, c'est pas peace and love, s'en aller dans le bois, mais à quelque part, Mais j'aimerais ça. Mais le plaisir, ça revient à ce que vous dites, c'est que c'est apprécier, apprécier ce contact-là, cette harmonie-là avec ce qui fait du sens. Le vieux, la nature, les voilà, animaux. ce qui fait du sens, c'est en plein ça. Ça, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui fait du sens? Et non pas pour la société en général ou ce qu'on essaie de nous inculquer par, regarde les médias, c'est incroyable, c'est ahurissant à un moment donné, les commerciaux constamment. C'est pas ça que les gens ont besoin. Tu sais, c'est pas un F-150 que tout le monde a besoin, là. Mais c'est incroyable. Il faut arrêter à un moment donné de se faire leurrer à travers des projets de surconsommation pour lesquels on va amener l'individu à aller chercher ces choses-là parce qu'on travaille sur l'inconscient de l'être humain. C'est pour ça que c'est tellement important de développer, à mon avis, notre conscience et commencer à penser par nous-mêmes. La plupart de nos pensées sont malheureusement des pensées, ce sont des croyances qu'on nous a inculquées. Et à un moment donné, il faut s'asseoir, dire, oh, c'est quoi qui je suis, c'est quoi ma vie, c'est quoi, c'est quoi mes prérogatives, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que j'aime dans la vie aussi. Parce qu'à un moment donné, on est comme tellement transporté dans toutes nos idées par tout ce qu'on nous amène devant les petits écrans là, actuellement. Et je pense que c'est un bon temps où l'être humain, justement, prend le temps de réfléchir par rapport à tout ça. C'est quoi ses valeurs? C'est quoi qui a du sens pour lui? C'est important. L'être humain a besoin de valeurs qui ont du sens pour lui. Et moi, je note plein de mots, c'est tellement beau parce que, mais je ne sais pas encore tout à fait comment y arriver. Là. Tu sais, on veut se donner des trucs, mais c'est parce que vous dites penser par nous-mêmes, on y va. Puis c'est sûr que les clés sont dans ce livre parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est que pour avoir un beau mode de vie, donc pour se défaire, pour dépasser ou pour contourner ce qui est enregistré et les repères et même ce que la société nous envoie, il faut avoir un bon état mental, émotif, physique. Et même qu'avec un mode de vie comme ça, ce que vous écrivez à un moment donné, c'est que 60% des maladies, c'est ça, peuvent être Ouais. épargnées avec un beau mode de vie. Parce que Sylvain, lui, il est venu me chercher quand il a lu ça dans votre livre. Non, mais, et on va y arriver au beau mode de vie. Qu'est-ce que vous faites? Mais j'aimerais ça avoir une petite leçon sur les glandes, parce que vous avez parlé que le cœur, c'était pour vous Mm. une glande. Quelqu'un nous a demandé dans une des questions, parce qu'elle a commencé à lire le livre, si vous le cherchez, parce que plusieurs personnes nous demandent, puis trouvent évidemment l'entretien intéressant, c'est une question de vie et de mort, est disponible sur notre site. On peut vous donner le lien, puis je vais vous le remettre après. Donc, c'est votre troisième livre. Et pour écouter davantage Dr. Brouillard, vous pouvez aller sur son site et il y a 5 heures de, 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 Conférence, de de présentation. conférences sur les 2 premiers livres qui sont aussi fort intéressants. C'est vraiment comment prendre notre santé en main et comment prendre. Mais encore une fois, vous n'êtes pas. C'est juste que vous rassemblez. Vous avez un bagage impressionnant. J'aimerais ça qu'on parle aussi peut-être de c'est quoi l'approche de la médecine fonctionnelle. Donc, tout ce que vous intégrez. Mais revenons à la glande. C'est quoi une glande? Parce que quelqu'un nous demandait par rapport à la méditation, je peux vous poser l'influence de la méditation sur la glande pinéale. Puis moi, les glandes, là, je n'ai pas, j'ai pas de définition. Je ne sais pas c'est quoi des glandes. Donc, j'aimerais ça avoir
un cours. C'est quoi les glandes et l'importance des glandes et qu'est-ce que ça fait les glandes et comment on peut en prendre soin. D'accord. C'est donc le système endocrinien. Hein? Endocrine, donc c'est endo qui veut dire à l'intérieur, et ce sont des substances que ces organes-là envoient, des substances à l'intérieur du corps. Donc, ce sont des glandes. Le système endocrinien, et je te dirais que avant de parler de chaque glande, c'est que le système endocrinien est probablement le système le plus connecté avec ce que la tête, les pensées, notre système psychologique a réagi. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va y avoir une émotion interne, une émotion externe ou interne, à un moment donné, l'émotion, si on veut, au niveau psychologie, la psychologie va imprégner, si on veut, par vibration, le corps émotionnel ou le corps endocrinien. Donc, notre corps glandulaire. Chaque glande va réagir à chaque fois qu'il y a des émotions, que ce soit une émotion positive ou négative. Par exemple, une émotion négative pour le cœur, c'est très négatif pour le cœur, c'est la colère. On sait aujourd'hui que les gens qui vont faire un infarctus, pas tous les gens, mais on augmente d'environ 240 le fait de contacter un infarctus et d'en mourir possiblement, donc sous l'effet de la colère. Donc, on voit à quel point ce qu'on l'on ressent va descendre dans la matière. Donc, on part de l'infini petit, on ne peut pas le voir, la colère, je ne la vois pas, elle est pourtant ici, la colère autour, c'est une vibration, c'est un champ, on peut la mesurer avec des appareils très, très sensibles, donc c'est un champ électromagnétique qui va déteindre sur notre champ endocrinien, donc sur une de nos glandes, par exemple le cœur. Donc, le cœur va se mettre à aller plus vite aussi. Si vous avez peur, c'est la même chose. Le cœur va commencer tout de suite. Une pensée de peur va accélérer le rythme cardiaque, va augmenter, parce que le cœur, c'est une glande aussi, et les surrénales. Les surrénales, ce sont des petites glandes au-dessus des reins, c'est ce qu'on appelle les surrénales, et ce sont nos glandes de stress. Dès qu'il y a un facteur de stress, peu importe la sorte de stress, un stress plutôt négatif, il va y avoir une sécrétion de cortisol, il va y avoir une sécrétion également d'adrénaline et par les surrénales et par le cerveau aussi qui va se mettre de la partie. Et plus on a de ces substances, par exemple de cortisol, eh bien, on risque d'apporter un vieillissement prématuré à tout l'ensemble du corps. L'insuline, c'en est une autre glande importante qui est sécrétée par le pancréas. Trop d'insuline, on va se ramasser en hypoglycémie. Pas assez d'insuline, on va se ramasser en hyperglycémie ou en diabète. Fait que c'est toujours important de garder cet équilibre à travers tous nos glandes. Les surrénales, c'est pareil. Si on n'a plus de cortisol, le cortisol, par exemple, la moyenne peut être à peu près de 100 à 500. Là. Si vous êtes à 30, 40 de cortisol, vous n'avez aucune énergie. Vous avez rien pour combattre dans la vie à quelque part. Il n'y a pas de lion en dedans de vous. Si vous êtes rendu à 700-800, là, vous en avez trop. Vous êtes tout le temps en réaction de défense. Vous êtes en train de faire vieillir prématurément tout votre organisme. Fait qu'on voit à quel point les systèmes de pensée interviennent constamment sur nos glandes. Et une petite glande que tu parlais tout à l'heure, c'est la pinéale. Oui. Une petite glande qui est ici au milieu de la tête et j'irais donc au-dessus de l'oreille, au milieu, un point. C'est au milieu du cerveau. C'est tout petit, c'est à peu près gros comme un petit pois. Et cette glande-là, je dirais qu'on ne la connaît pas beaucoup encore en médecine. Hein? On a fait des grandes avancées, mais il reste qu'il y a tellement de choses à comprendre encore à travers les glandes. Ce qu'on sait de cette glande-là, qu'on appelle la glande pinéale, c'est une glande qui, chez les animaux, par exemple, les rythmes des saisons. L'hiver, par exemple, le lièvre va devenir blanc l'hiver pour se camoufler. Et ça, c'est sa glande pinéale qui est sensible à la luminosité. Pour nous, lorsqu'on fait un décalage horaire, par exemple, la lumière va nous influencer et on va moins bien dormir à cause de la mélatonine qui est sécrétée par la pinéale, qui est faussée aussi. Donc, le cycle de mélatonine versus baisse de mélatonine, eh bien, il va être perturbé. Donc, on va avoir ces différences à cause des décalages horaires.
Et tout ça, c'est encore là la glande pinéale. Mais à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Je dirais que dans les sciences plus occultes, on parle que la glande pinéale serait aussi le siège de l'âme. Donc, ça serait la connexion. L'âme, elle est partout en même temps, mais ça prend une espèce de décodeur qu'on appelle le cerveau, dont la glande pinéale est un peu le décodeur aussi de cette partie que l'on appelle l'âme également. Donc, le ressenti au niveau de l'âme se passerait à travers cette petite glande-là. Une glande importante aussi parce qu'on avait parlé du triangle, l'affaire entre la pinéale et l'hypophyse, qui est, on dit le troisième œil qui est ici, mais en somme, le troisième œil, ça pourrait être aussi la glande pinéale, parce que c'est comme un œil. On a retrouvé des cellules de la rétine de l'œil dans la glande pinéale aussi. Donc, elle est capable de voir, malgré, c'est assez curieux, mais malgré qu'elle est à l'intérieur du cerveau, les différences entre le jour et la nuit constamment. Et donc, l'hypophyse qui est en avant, ou la glande pituitaire, qui est une glande vraiment maîtresse, qui est en connexion aussi avec la pinéale, et elle envoie ses ramifications à travers les autres glandes. Elle va dans un premier temps essayer de balancer la glande thyroïde. Fait que si vous souffrez d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie, bien, il se peut que votre hypophyse, à un moment donné, fonctionne, le message qui part d'ici ne fonctionne pas bien. Elle va envoyer directement aussi à notre cœur, directement à cet organe, c'est à mon avis cette glande aussi. Après ça, on a les surrénales, comme on a vu tout à l'heure pour le cortisol. On a les gonades aussi, donc les organes sexuels aussi, tellement importants. Donc, et on sait à quel point les hormones, c'est important chez la femme ou chez l'homme. Sans hormones, on n'est vraiment plus le même être, hein? Ou trop d'hormones aussi, on n'est plus le même être. Donc, on voit à quel point les hormones sont excessivement importantes. Puis encore là, à quel point la psychologie de l'être, les émotions ont une relation directe avec nos glandes. Toutes nos glandes sont influencées constamment par, par nos pensées, par nos croyances, etc. C'est très fort parce que si vous parlez de la peur qui peut faire vieillir prématurément ou la colère qui peut même avoir un impact là, sur l'infarctus, tout ça, comment faire en sorte qu'on ne se laisse pas emporter par un ou l'autre, tu sais, comment se recentrer. Donc, la question de la méditation, alors, elle est censée à ce moment-là. Quelqu'un nous demandait, parce que vous avez fait un lien entre la méditation et la glande pinéale. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Oui, parce que quand on va en méditation, une des premières choses qu'on essaie de contacter ou de créer un pont avec, c'est ce que j'appelle entre l'âme et le corps physique. Et ça serait probablement au niveau de la pinéale où cette connexion va se faire plus facilement. Hein, ce décodage va se faire à ce niveau-là. Donc, on vit on est des êtres spirituels à la base, on est des êtres d'esprit, on est des esprits, on est des champs magnétiques, on est des intelligences, on veut, immatérielles, mais qui aboutissent à un moment donné dans une matérialité, dans un corps. Puis on a oublié d'où on venait, on a oublié qui on était, on a oublié la grandeur aussi dans laquelle on a. On s'est laissé coincer pour l'instant, mais on l'a accepté ça. C'est un travail qu'on a à faire ici. Mais on a accepté et puis on devient finalement tellement imbu de cette matérialité, elle prend toute la place que finalement on s'identifie à ce corps. On s'identifie à tout le matériel qui est autour de soi. Et c'est là qu'on est perdu. Et c'est pour ça que on perd un peu le contact avec nos glandes aussi d'une certaine façon. On peut plus leur parler parce qu'on n'a plus le temps de s'asseoir. On n'a plus le temps de réfléchir. Tout nous vient de l'extérieur constamment. On est sollicité constamment. On peut voir à quel point tous les ordinateurs, toutes ces affaires-là, ben, à quelque part, on n'est plus soi-même à un moment donné, on est dicté. Donc, il est grand temps que l'être humain réalise ces choses-là. Et il faut, à un moment donné, avoir un temps de réflexion, un temps de... Auparavant, il y en a qui parlaient de prière, ce qui était correct. Aujourd'hui, on parle de méditation, de réflexion. On parle de prendre le temps de s'asseoir finalement, s'asseoir devant un mur, juste regarder le mur, mais c'est une chose qu'on a comme, on dit, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. On est tellement occupé tout le temps. Il faut que le mental, notre partie concrète du mental s'active constamment.
Et la méditation sera un moment justement de ralentir tout ça, ralentir les pensées et aller chercher les pensées, apporter les pensées que l'on veut véritablement faire siennes aussi. C'est important ce mouvement-là. On a parlé l'autre fois de le matin et le soir, c'est deux moments d'opportunité pour lancer la journée qui commence et puis la nuit pour aussi lancer la nuit qui commence, délaisser peut-être les choses de tension qu'on a pu passer dans la journée. Fait que la méditation devient un moment très, très propice et salutaire, puis je te dirais nécessaire aussi, nécessaire parce que sinon on se perd. Il faut redécouvrir actuellement de plus en plus notre intériorité parce que tout se passe à l'intérieur de nous. À l'extérieur, ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'un miroir de notre intérieur. Si on n'est pas capable de toucher l'intérieur, on ne pourra rien changer à l'extérieur de soi. La dame qui disait justement la pinéale et la méditation, c'est éprouvé, par exemple, que les gens qui méditaient, la mélatonine, qui est une hormone intéressante, on a parlé au niveau sommeil, mais pas juste sommeil, c'est au niveau anti-aging, c'est au niveau immunitaire aussi qu'elle agit. Eh bien, la mélatonine va tripler des fois de quantité. Fait que ces gens-là, au lieu d'avoir une mélatonine autour de 15-18, ils peuvent avoir 40 de mélatonine régulièrement parce que ce sont des gens qui méditent. Puis pas juste une fois, évidemment, la méditation, ça s'acquiert avec la régularité, la constance pour changer les choses. C'est à travers les petites choses que l'on fait régulièrement que les grandes choses vont un jour aussi arriver. Bon, vous nous avez donné un exercice la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, vous allez pouvoir aller le réécouter. Pour les personnes qui veulent commencer à méditer, par où commencer? Parce qu'il y a certaines personnes qui demandaient est-ce que c'est possible de donner une référence, parce que vous avez parlé d'une méditation à suivre avec un audio. Oui. Ben, les gens peuvent aller sur les livres. Avec les livres, ils peuvent s'inscrire et puis ils l'ont gratuitement également sur le site web où donc les gens peuvent tourner le livre de côté et puis c'est moi qui lis la méditation pour eux, qui les amène en méditation. Ils ont, je dirais, une douzaine euh, de techniques méditatives. Fait que les gens peuvent aller chercher un peu celle qui correspond un peu plus. Il y en a que c'est sous forme d'auto-hypnose, d'autres c'est sous forme de grande relaxation, d'autres c'est plus méditatif. Dans le livre 3, d'ailleurs, on a une excellente méditation qui est un peu un ramassis de plusieurs techniques anciennes, mais en même temps, dans lequel j'ai rajouté le principe du renouveau qu'on voit avec la science, les neurosciences aussi actuellement. On va donner un exercice vraiment simple et qu'on pratique en physique quantique aussi. J'appelle ça vivre la, comment je l'avais intitulé? C'est reprendre la présence, la conscience, c'est reprendre la présence avec un triangle. J'avais donné un nom à cette présence-là. Parce que les gens peuvent faire simplement, ben, on peut le faire ensemble. Parfait. Oui, OK. Vraiment, vraiment simple. Et c'est quoi le but aussi? C'est de commencer à relaxer les pensées parce que le cerveau est constamment en pensée, que ce soit le jour ou la nuit. Donc, il faut commencer de façon consciente à apporter un relâchement de ces pensées-là. Et en travaillant avec les sens aussi, on va réussir à diminuer de plus en plus le flot des pensées. Avec un exercice très, très simple, on prend 3 bonnes respirations. Fait qu'on inspire profondément par l'abdomen aussi. On gonfle l'abdomen. Il ne faut pas avoir peur de faire un ballon avec son abdomen. Puis expirer lentement sur à peu près 5 à 7 secondes. Puis on inspire aussi. Puis on expire lentement. Puis une dernière fois. Et vous posez les mains sur chacune de vos cuisses avec la paume touchant la cuisse. Nous allons commencer par la main droite. Ressentez la pression que la main exerce sur votre cuisse droite.
Soyez pleinement présent, présent à cette main qui est posée sur la cuisse. Essayez d'en définir tous les différents contours. Vous pouvez sentir la chaleur, peut-être des picotements. Examinez chacun de vos doigts et la pression qu'il exerce sur la cuisse. Vous êtes pleinement présent, pleinement conscient de cette main droite sur la cuisse. Pendant que votre respiration continue à se relaxer de plus en plus. Portez toujours attention au niveau de votre main droite sur la cuisse. Puis maintenant, portez attention à la main gauche. Ressentez la chaleur de votre main gauche sur la cuisse, les pulsations, peut-être les engourdissements, les différentes pressions que vos doigts exercent sur la cuisse. La main est complètement reposée, complètement détendue. Et vous êtes présentement pleinement conscient de votre main gauche. Puis, vous prenez conscience des deux mains à la fois, et votre main droite et votre main gauche. Ressentez leur chaleur. Ressentez leur détente, la pulsation. Gardez toujours votre attention sur vos deux mains. Si vous vous égarez, revenez simplement sur vos mains. Vos deux mains bien déposées sur les cuisses. Pleinement présent. Puis maintenant, vous portez attention à votre front. Toute votre attention se dirige sur la région frontale. Il se peut que vous ressentiez un engourdissement, une pression, un picotement. Cette pression emplit toute la tête. Vous concentrez sur la réaction de votre front et cette présence au niveau de votre front. Et maintenant, vous visualisez un triangle de votre front qui descend à vos deux mains. Vous visualisez ce parfait triangle. Vous prenez conscience à la fois de votre front, de votre main droite et de votre main gauche. Vous êtes confortable dans ce triangle, pleinement détendu, pleinement présent à ce triangle. De plus en plus, les pensées ralentissent, tellement votre présence est avec vous. Puis vous visualisez au niveau de votre tête, au milieu de votre tête, votre glande pinéale. Et vous envoyez le mot paix à cette glande merveilleuse au centre de votre tête. Puis un peu à l'avant, vous envoyez la lumière à cette glande que l'on nomme l'hypophyse. Et à l'hypophyse, vous greffez le mot harmonie. De nouveau, vous envoyez un rayon au niveau de votre cœur en descendant et vous visualisez le mot amour. Puis vous remontez au niveau de votre glande pinéale et vous voyez le parfait triangle
pinéal, hypophyse et cœur, avec les mots paix, harmonie, amour. Et vous remerciez vos glandes pour le merveilleux travail qu'ils opèrent constamment. Merci. On revient doucement. On ouvre les yeux. Moi, j'adore ça parce que tout de suite, vous avez dit, est-ce qu'on en fait une méditation? J'imagine que quelqu'un qui arrive là, pendant qu'on est en méditation sur Facebook, c'était... Mais merci, merci, merci. C'est simple, hein? C'est buzzant. Oui, c'est buzzant et c'est simple parce que quelque chose que l'on refait, tu vas voir qu'à chaque fois, à un moment donné, on va aller chercher un plus aussi. Et d'une fois à l'autre, c'est jamais la même chose qui va se présenter. Donc, c'est important d'avoir cette régularité. Et ça, c'est un début. Hein. En somme, on peut commencer toute forme de méditation avec simplement ce petit exercice. C'est comme un préliminaire. Ça peut être un exercice en soi méditatif, mais ça peut être aussi un préliminaire parce que au fond, ça peut prendre 6 minutes faire ça. Et puis, on peut passer à une autre technique que vous continuez. Fait que c'est à vous, à travers les différentes techniques que j'ai énumérées, d'aller choisir celle qui va probablement vous, dans le moment présent, celle qui va vous apporter plus de Ah, ça j'aime ça comme ça me répond plus, ça vient me chercher. Et on parlera des respirations, parce que vous nous avez montré aussi comment respirer la semaine prochaine. Tout le monde vous remercie. Tout le monde est content. Donc, matin, soir, on peut faire ça. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on se calme, quand on se sent comme ça? Qu'est-ce que c'est les bienfaits? Là? Puis c'est tout petit là, ce que vous avez fait. Là. C'est ce que vous nous avez montré, c'est le début de la méditation, mais on peut reproduire ça matin et soir. Puis qu'est-ce qu'on gagne? Bon. Premièrement, on gagne beaucoup au niveau invisible. Si on faisait une prise de sang avant et une prise de sang après, donc 20 minutes après, il se produit des changements incroyables même dans votre système sanguin. La qualité de vos globules rouges va changer. La qualité de cortisol, d'adrénaline, de pression artérielle, le rythme cardiaque, votre digestion, tout ça va avoir une répercussion incroyable, incroyable. Et c'est des choses qu'on n'a pas idée parce que c'est petit, puis on ne le voit pas, on n'a pas l'impression que ça fait quelque chose. Mais si on avait les instruments pour aller calibrer ces choses qui se passent dans l'invisible, ce serait incroyable. Après ça, il y a au niveau subtilité aussi qui va se passer, c'est que votre cerveau, votre mental va commencer à fonctionner différemment aussi. Déjà, vois-tu, le fait de l'avoir fait, je sens que mon discours, il a ralenti aussi. Donc, je suis un peu plus posé. Ça apporte donc une réaction de détente aussi. On aurait pu prendre chacun notre pression artérielle et je suis sûr qu'elle s'est améliorée. Ceux qui étaient trop basses, probablement, elles se normalisent. Ceux qui étaient trop hautes, elles leur ont diminué. Le rythme cardiaque, c'est sûr, je le sens, là, que le rythme cardiaque a diminué aussi. Fait que c'est plein d'effets comme ça. Puis au niveau mental, eh bien, on va aller chercher beaucoup plus de pensées positives et de créativité. Il y a des choses, à un moment donné, qui vont vous arriver, ce qu'on appelait au début de l'émission, l'intuition, d'où ça vient. Eh bien, plus on s'habite intérieurement, eh bien, plus on devient intuitif aussi. Plus ces choses-là vont être comme naturelles chez soi. Ça, c'est beau, là. Parce que c'est de ça qu'on parle depuis tantôt. Là. On veut défaire les repères, on veut devenir maître de notre vie. Donc, les gens ont dit, vous continuez de vous remercier, mais trouvent que vous êtes cool comme docteur. On essaie. Donc, oui, quelqu'un dit, est-ce qu'on fait ça tous les jours? Si vous pouvez méditer, on ne s'emporte que mieux de méditer à tous les jours, matin et soir, dans la journée. Tu sais, des fois, là, quand tout s'emballe, puis quand la journée part, puis sur un mauvais rythme ou un mauvais... de revenir, parce que moi aussi, là, je me sens buzzée, tu sais, je trouve ça merveilleux. Et on parlera de l'auto-hypnose aussi, parce que j'ai pratiqué ça pour ma deuxième grossesse, puis que c'est fantastique!
Là, tu sais, on est chez nous, on est couché, puis là, on s'en va, là, et c'est merveilleux. Moi, je médite pas comme vous méditez depuis longtemps et régulièrement, mais ça, j'ai été fascinée parce que c'était pour couper la douleur, en fait, moi, pendant l'accouchement, que j'avais fait ça, donc on en parlera, mais rentrer dans cet univers-là, là, et prendre le temps, je pense qu'on y gagne. Puis vous nous le direz. Vous nous direz Au fond, qu'est-ce que ça fait pour vous. la méditation, c'est quelque chose de tellement naturel qu'on a perdu. Hein. Moi, j'imaginais là, les périodes où, quand j'étais jeune, j'allais chez le fermier faire les foins. Et puis, avec la fourche, puis à un moment donné, là, c'est la wagon avec les chevaux qu'on tirait. Là, c'était vraiment arriéré, mais c'était le bon vieux temps. Et là, à un moment donné, je m'appuyais sur la fourche et là, je contemplais. L'équipe part à un moment donné un peu plus loin, puis là, je contemplais. Mais le fait de contempler, c'était méditatif. C'était déjà méditatif. Tu t'assoyais sur le bord d'un lac calme, et les pieds dans l'eau, et tu méditais, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. La méditation, ça fait partie de l'être humain. Ton chat, ton chien, ils méditent eux autres aussi. C'est incroyable de les voir. Donc, nous, on l'a perdu parce qu'on est tellement sollicité à gauche puis à droite. Si on ne prend pas ce temps-là, ben on s'étourdit puis on est perdant, à mon avis. Ah, les gens continuent de vous remercier. Puis, en tout cas, c'était vraiment fantastique. On a dépassé amplement l'heure, mais merci pour ce cadeau. On se retrouve mardi prochain. Et on vous invite, si vous voulez, vous pouvez lire le livre, puis nous poser les questions. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai recueilli les questions. Donc, quand ce sera des questions d'ordre général, évidemment, on pourra y répondre. Donc, le livre, je vous remets le lien. Puis, je vais mettre le lien vers votre site aussi, si vous voulez aller consulter les 5 heures de conférence là, sur les 2 premiers, sur la santé repensée, la douleur repensée. Merci, Dr. Brouillard. Merci. Infiniment. Merci beaucoup. Et un petit commentaire. C'est vraiment des livres qu'il faut relire. Parce que même moi, je pense que ça fait 6-7 fois que je le lis. Puis je vais relire encore parce que il y a des choses qu'on écrit à un moment donné, mais on ne les met pas nécessairement tout le temps en pratique constamment. Et puis, le fait de retourner à ça, c'est ah oui, c'est ça, il faut le refaire ça aussi. Ah, telle affaire, je n'y repensais plus. C'est constamment comme ça. Fait que c'est pas un livre, c'est pas un roman, tu sais, on a connu l'intrigue, c'est fini, on passe au suivant. C'est un livre vraiment pour la vie, hein. C'est une question de vie et de mort. Et avec des beaux réflexes. Puis ouais, aussi, des beaux réflexes. Tu sais, si on a perdu quelqu'un, si on connaît quelqu'un qui a perdu quelqu'un aussi, il y a quelque chose de très rassurant. Il y a un sens très rassurant à ça. Et même si c'était pas vrai. Et même si c'était pas vrai. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour. C'est ça, exactement. Donc voilà, merci. Et à mardi prochain. Merci.